Le garçon mit sa main gauche sur la hanche, appuya sa main droite sur le dos d'une chaise et il se balança sur un seul pied en pinçant les lèvres. « Dame, ça dépend des goûts, dit-il. Moi, à la place de monsieur, je demanderai du roquefort. »« Eh bien, donnez-moi un roquefort. » Et monsieur Jean Follentin, assis devant une table encombrée d'assiettes où se figeaient des rogatons et des bouteilles vides dont le cul estampillé d'un cachet bleu la nappe, fit la moue, ne doutant pas qu'il allait manger un désolant fromage. Son attente ne fut nullement déçue. Le garçon apporta une sorte de dentelle blanche marbrée d'indigo, évidemment découpée dans un pain de savon de Marseille. Monsieur Follentin chipota ce fromage, plia sa serviette, se leva et son dos fut salué par le garçon qui ferma la porte. Une fois dehors, monsieur Follentin ouvrit son parapluie et pressa le pas. Aux lames aiguës du froid, vous rasant les oreilles et le nez, avaient succédé les fines lanières d'une pluie battante. L'hiver glacial et dur, qui sévissait depuis 3 jours sur Paris, se détendait et les neiges amollies coulaient en clapotant sous un ciel gonflé comme noyé d'eau. Monsieur Follentin galopait maintenant, songeant au feu qu'il avait allumé chez lui avant que d'aller se repaître dans son restaurant. À vrai dire, il n'était pas sans crainte. Par extraordinaire, ce soir-là, la paresse l'avait empêché de réédifier de fond en comble le bûcher préparé par son concierge. Le coke est si difficile à prendre, songeait-il, et il grimpa 4 à 4 ses escaliers, entra, et il n'aperçut dans la cheminée aucune flamme. Dire qu'il n'existe pas de femme de ménage, pas de portier qui sache apprêter un feu, grogna-t-il, et il mit sa bougie sur le tapis, et sans se déshabiller, le chapeau sur la tête, il renversa la grille, l'emplit à nouveau méthodiquement, ménageant dans sa construction des prises d'air. Il baissa la trappe, consuma des allumettes et du papier, et il se dévêtit. Soudain il soupira, car il arrachait à sa lampe des profonds rots. « Allons bon, il n'y a pas d'huile. Eh bien, en voilà une autre. C'est complet maintenant. » Et il considéra, navré, la mèche qu'il venait de lever, une mèche éventée et jaune, à la couronne calcinée et tailladée de dents noires. « Cette vie est intolérable, se dit-il, en cherchant des ciseaux. Tant bien que mal, il répara son éclairage, puis il se jeta dans un fauteuil et s'abîma dans ses réflexions. La journée avait été mauvaise. Depuis le matin, il broyait du noir. Le chef du bureau, où il était commis depuis 20 ans, lui avait, sans politesse, reproché son arrivée plus tardive que de coutume. Monsieur Follentin s'était rebiffé et, tirant son oignon, « 11 heures juste ?» avait-il dit, d'un ton sec. Le chef avait à son tour extrait de sa poche un puissant remontoir. « 11,20 » avait-il riposté. Je vais comme la bourse, et d'un air méprisant, il avait consenti à excuser son employé en s'apitoyant sur l'antique horlogerie qu'il exhibait. Monsieur Follentin vit dans cette ironique manière de le disculper une allusion à sa pauvreté, et il répliqua vivement à son supérieur qui, n'acceptant plus alors les écarts séniles d'une montre, se redressa et, dans des termes commitatoires, reprocha de nouveau à monsieur Follentin d'être inexact. La séance, mal commencée, avait continué d'être insupportable. Il avait fallu, sous un jour louche salissant le papier, copier d'interminables lettres, tracer de volumineux tableaux et écouter en même temps les bavardages du collègue, un petit vieux qui, les mains dans les poches, s'écoutait parler. Celui-ci récitait tout entier le journal, et il allongeait encore par des jugements de son cru, ou bien il blâmait les formules des rédacteurs, et il en citait d'autres qu'il eût été heureux de voir substituer à celles qu'il expédiait, et il entremêlait ses observations de détail sur le mauvais état de sa santé, qu'il déclarait s'améliorer un tantinet pourtant, grâce au constant usage de l'onguent popélium et aux ablutions répétées d'eau froide. À écouter ces inintéressants propos, monsieur Follentin finissait par se tromper. Les raies de ses états gaudaient et les chiffres couraient à la débandade dans les colonnes. Il avait dû gratter des pages, surcharger des lignes, en pure perte d'ailleurs, car le chef lui avait retourné son travail avec ordre de le refaire. Enfin, la journée s'était terminée, et sous le ciel bas, au milieu des rafales,
Monsieur Follentin avait dû piétiner dans des parfaits de fange, dans des sorbets de neige, pour atteindre son logis et son restaurant, et voilà que, pour comble, le dîner était exécrable et que le vin sentait l'encre. Les pieds gelés, comprimés dans des bottines racornies par l'ondée et par les flaques, le crâne chauffé à blanc par le bec de gaz qui sifflait au-dessus de sa tête, Monsieur Follentin avait à peine mangé, et maintenant la guigne ne le lâchait point. Son feu hésitait, sa lampe charbonnait, son tabac était humide et s'éteignait, mouillant le papier à cigarette de jus jaune. Un grand découragement le poigna. Le vide de sa vie murée lui apparut, et tout en tisonnant le coke dans son poker, M. Follentin, penché en avant sur son fauteuil, le front sur le rebord de la cheminée, se mit à parcourir le chemin de ses 40 ans, s'arrêtant désespéré à chaque station. Son enfance n'avait pas été des plus prospères. De père en fils, les Follentins étaient sans le sou. Les annales de la famille signalaient bien, en remontant à des dates éloignées, un Gaspard Follentin qui avait gagné dans le commerce des cuirs presque 1 million. Mais la chronique ajoutait qu'après avoir dévoré sa fortune, il était resté insolvable. Le souvenir de cet homme était vivace chez ses descendants qui le maudissaient, le citant à leur fils comme un exemple à ne pas suivre et les menaçaient continuellement de mourir comme lui sur la paille s'il fréquentait les cafés et courait les femmes. Toujours est-il que Jean Follentin était né dans de désastreuses conditions. Le jour où la gésine de sa mère prit fin, son père possédait pour tout bien une dizaine de petites pièces blanches. Une tante qui, sans être sage-femme, était experte à ce genre d'ouvrage, dépota l'enfant, le débarbouilla avec du beurre et par économie lui poudra les cuisses en guise de lycopode avec de la farine raclée sur la croûte d'un pain. « Tu vois, mon garçon, que ta naissance fut humble, disait la tante Eudore, qui l'avait mis au courant de ces petits détails, et Jean n'osait espérer déjà, pour plus tard, un certain bien-être. Son père décéda très jeune, et la boutique de papeterie qu'il exploitait rue du Four fut vendue pour liquider les dettes nécessitées par la maladie. La mère et l'enfant se trouvèrent sur le pavé. Madame Follentin se plaça chez les autres et devint demoiselle de magasin, puis caissière dans une lingerie, et l'enfant devint pensionnaire dans un lycée. Bien que Madame Follentin fut dans une situation réellement malheureuse, elle obtint une bourse et elle se priva de tout, économisant sur ses maigres mois afin de pouvoir parer plus tard aux frais des examens et des diplômes. Jean se rendit compte des sacrifices que s'imposait sa mère et il travailla de son mieux, emportant tous les prix, compensant aux yeux de l'économe le mépris qu'inspirait sa situation de pauvre hère par des succès au grand concours. C'était un garçon très intelligent et, malgré sa jeunesse, déjà rassis. À voir la misérable existence que menait sa mère, enfermée du matin au soir dans une cage de verre, toussant, la main devant la bouche, sur des livres demeurant timides et douces, dans l'insolent brouhaha d'un magasin plein d'acheteurs, il comprit qu'il ne fallait compter sur aucune clémence du sort, sur aucune justice de la destinée. Aussi eut-il le bon sens de ne pas écouter les suggestions de ses professeurs qui le chauffaient en vue d'exaucer leur réputation et de gagner des grades, et, tâchant d'arrache-pied, il passa son baccalauréat après sa seconde. Il lui fallait sans tarder une place qui allégeât le pesant fardeau que supportait sa mère. Il demeura longtemps sans en découvrir, car son aspect chétif ne prévenait pas en sa faveur et sa jambe gauche boitait par suite d'un accident survenu au collège, dans son enfance. Enfin, la malchance sembla tourner, Jean concourut pour une place d'employé dans un ministère et il fut admis avec les appointements de 1500 francs. Quand son fils lui annonça cette bonne nouvelle, Madame Follentin sourit doucement. « Te voilà ton maître, dit-elle. Tu n'as plus besoin de personne, mon pauvre garçon, il était grand temps. » Et en effet, sa santé débile s'altérait de jour en jour. Un mois après, elle mourut des suites d'un gros rhume gagné dans la cage ventilée où elle demeurait, l'hiver comme l'été. Jean resta seul. La tante Eudore était enterrée depuis longtemps. Ses autres parents étaient ou dispersés ou morts. Il ne les avait d'ailleurs pas connus. C'est tout au plus s'il se souvenait du nom d'une cousine actuellement en province, dans un monastère. Il se fit quelques camarades, quelques amis,
Puis arriva le moment où les uns quittèrent Paris et où les autres se marièrent. Il n'eut pas le courage de nouer de nouvelles liaisons et peu à peu, il s'abandonna et vécut seul. C'est égal. La solitude est douloureuse, pensait-il maintenant, en remettant un à un des bouts de coke sur sa grille, et il songea à ses anciens camarades. Comme le mariage brisait tout. On s'était tutoyé, on avait vécu de la même existence, l'on ne pouvait se passer les uns des autres, et c'est à peine si l'on se saluait à présent lorsqu'on se rencontrait. L'ami marié est toujours un peu embarrassé, car c'est lui qui a rompu les relations. Puis il s'imagine aussi qu'on raille la vie qu'il mène, et enfin, il est, de bonne foi, persuadé qu'il occupe dans le monde un rang plus honorable que celui d'un célibataire, se disait M. Follentin, qui se rappelait la gêne et un peu la morgue d'anciens camarades entrevus depuis leur mariage. Tout cela, c'est bien bête. Et il sourit, car le souvenir de ce compagnon de jeunesse le ramenait forcément au temps où il les fréquentait.